Je vais appeler, alors non pas 3, mais 4 personnes. François-Xavier Devetter, qui est effectivement économiste à Lille 1. Nicolas Urtiger, qui est le président du Cinerpa Domicile. Jérôme Perrin, qui est le directeur développement et qualité à l'ADMR. Et puis, l'invité tout de suite, parce qu'il aura une obligation ensuite, Guillaume Richard, qui est le président de WeCare. Voilà, soyez les bienvenus tous les 4. Je vous en prie, prenez un micro chacun. On a commencé à aborder à travers différentes tables rondes la question du modèle économique, mais on va prendre quelques dizaines de minutes pour l'approfondir ensemble. Et déjà, commencer par vous demander, alors peut-être pas à François-Xavier tout de suite, mais au moins aux fédérations et aussi à WeCare, quelle est la santé économique aujourd'hui des services d'aide à domicile? Jérôme, allez-y. Ok, j'ouvre le bal. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que ça fait 5 ans que je viens régulièrement aux assises et qu'on se pose la question de la santé des services d'aide à domicile. Et ça fait 5 ans qu'on... C'est le bilan annuel de santé, tout à fait. Voilà, exactement. Et il est le même, puisqu'on se dit que, évidemment, les conditions aujourd'hui deviennent de plus en plus compliquées, pour plusieurs raisons, mais qu'on connaît tous ici. Et j'ai envie de dire, il y a quand même une aggravation des choses. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites, je ne vais pas revenir dessus. Il y a quand même eu des moyens qui ont été mis à un moment avec la dotation qualité, avec la réforme de la tarification des SIAD, avec 2 heures de convivialité. Ça, c'est peut-être à revoir, mais en tout cas, ça partait d'une bonne volonté. Le tarif socle. Mais aujourd'hui, on est quand même de plus en plus dans des situations difficiles. Et notamment, on observe, en tout cas dans notre réseau, et je pense dans les autres réseaux, une baisse d'activité. Baisse d'activité. Parallèlement à ça, on a une tendance aujourd'hui à la détarification des services. On en parlait un petit peu ce matin. Une détarification des services qui a derrière, donc tarification administrative. Par les conseils départementaux. Exactement. Qui souhaitent revenir en arrière par rapport à cette modalité. Exactement. Pour des questions de moyens, pour des problématiques diverses. De moyens et aussi administratifs. Le dialogue de gestion est complexe aussi. C'est chronophage pour eux ou c'est vraiment que la question des moyens? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, mais de toute façon, quand on est dans un CEPOM, on est aussi dans un dialogue de gestion, normalement. Donc, tarif ou pas tarifé, à partir du moment où on est un CEPOM, on doit être dans un dialogue de gestion. Cet effet de détarification, aujourd'hui, on a mesuré à la DMR, c'est entre 8 et 10% des départements, en tout cas des fédérations départementales, qui ont, dans les 2 dernières années, été en discussion ou ont été détarifés au niveau de la métropole. Et quel impact sur la santé financière de vos SAD? Alors, l'impact, c'est que du coup, il va y avoir un effet direct qui est un reste à charge extra-légal, c'est-à-dire qu'on va compenser la différence entre le coût de revient et le tarif socle par un reste à charge extra-légal, malgré les dotations qu'on peut avoir. Et le reste à charge extra-légal, dans les effets qu'on observe, c'est derrière une baisse d'activité. Et donc, on tourne un peu en rond, là, finalement. C'est-à-dire qu'on baisse l'activité, on augmente le reste à charge entraîne la baisse d'activité. Et donc, aujourd'hui, on est un peu dans cette espèce de cocktail explosif qui, derrière, ne va pas forcément en s'améliorant parce qu'il y a l'inflation, il y a l'augmentation des salaires. On signe régulièrement des avenants dans notre branche pour augmenter les salaires et c'est tout à fait logique. Il y a les nouvelles exigences qui arrivent du nouveau cahier des charges. Et donc forcément, in fine, à un moment, il va y avoir une augmentation de ce reste à charge. De ce reste à charge qui, je rappelle, en plus est pris 50% par du crédit d'impôt derrière. Donc il y a quand même un investissement de l'État. Tout à fait. Et vous le disiez, vous venez chaque année, on se parle pas que, mais aussi de la santé financière des SAD. Est-ce que malgré ces mesures, le tarif socle, 23,50 aujourd'hui, la dotation qualité, etc., est-ce qu'elle se détériore, cette santé financière, ou est-ce qu'elle s'améliore? Elle a plutôt tendance. Alors c'est ça que c'est paradoxal, c'est qu'on a eu plus de moyens, mais il y a 2 ans, on a demandé un fonds d'urgence. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Le tarif socle, il a l'effet pervers dont je parlais tout à l'heure, c'est que justement, il engendre généralement une détarification des services. Même si, à la base, c'est une bonne initiative. Il vaut mieux avoir un tarif socle à 24,50 €, enfin, normalement, qu'à 17 €. Ça, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. En revanche, la dotation qualité, on a une problématique dans certains territoires de mise en place. Aujourd'hui, j'ai vu des CEPOM dans certains départements où c'était des usines à gaz. Et aujourd'hui, alors on n'est pas pour les 3 € intégrés dans le tarif socle. Ça, aujourd'hui, c'est pas une position sur laquelle on est actuellement. Par contre, simplifier quelque part cette dotation qualité pour que finalement on arrive quand même à
ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire mieux financer les services et mieux financer des heures qui, aujourd'hui, sont financées au même tarif. Dans quel secteur, aujourd'hui, on a une heure d'intervention sur un GIR 4 qui a besoin d'entretien du logement par rapport à un GIR 3 où il y a des interventions qui sont beaucoup plus complexes? Je ne vois pas aujourd'hui, c'est-à-dire que pour le même tarif, on arrive à faire, c'est le même tarif pour faire le toit de la maison et en même temps juste repeindre la porte. Vous voyez, il y a quand même derrière un dysfonctionnement. On va revenir sur les propositions dans quelques instants, mais on comprend que vous souhaiteriez avoir des tarifs qui sont différenciés. Je vais me tourner vers Guillaume Richard pour lui poser la même question par rapport au service d'aide à domicile de son groupe. Comment vont-ils déjà financièrement parlant? Alors, de manière générale, nos services à domicile vont plutôt bien. Notamment parce qu'on ne fait pas que de l'accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap. On a cette pluralité d'activités qui a énormément de sens à la fois pour les intervenants, parce que ça permet de créer des parcours, ça permet aussi beaucoup plus facilement de compléter les plannings, ça permet de réduire les distances et les temps de trajet. Donc ça a aussi un impact et une vertu économique extrêmement intéressante pour l'entreprise. Et puis par ailleurs, c'est plus rentable dans l'activité que l'activité d'accompagnement de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Donc au global, on va dire que ça va plutôt pas mal, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Et dans les choses qui ne vont pas dans le bon sens, on a aujourd'hui une charge administrative qui a explosé. Et à un moment, je pense que nous tous les acteurs, il faut qu'on se rebelle contre le n'importe quoi. Il y a 10 ans, mes équipes, elles passaient environ 20% de leur temps à faire de l'administratif, à remplir les tableaux pour les machins, etc. Aujourd'hui, on est quasiment à 40% du temps. C'est du délire. Et on a l'ATIH, qui est cette merveilleuse organisation, merveilleuse agence, qui nous balance des trucs qui fait délirants. L'unanimité aujourd'hui. Mais oui, mais il y a un moment, il ne faut pas qu'on accepte ça. Il ne faut pas qu'on accepte ce délire qui consiste à passer 20% supplémentaire de notre temps à remplir des tableaux qui ne servent à rien. C'est quoi notre métier? C'est remplir des tableaux? Ou c'est s'occuper des personnes âgées ou en situation de handicap? C'est quoi notre métier? Et ça, c'est des coûts extraordinairement élevés. Parce que 20% de temps administratif en plus, c'est 20% d'équipes en plus. Ce sont des systèmes d'information qui sont plus complexes, plus chers à faire. Et donc, ce sont des coûts et ça pèse sur nos structures. Et puis par ailleurs, ça démoralise tout le monde. Nos collaborateurs, ils ne sont pas là pour faire de l'administratif. Et puis en plus, si ça servait à quelque chose, pourquoi pas? Mais qui a déjà vu ces tableaux utilisés par quiconque? Donc à un moment, il faut qu'on se rebelle. Et moi, j'appelle à un soulèvement contre ce délire administratif. Mais réellement, il ne faut pas qu'on accepte l'inacceptable. On n'est pas des entreprises d'administration. Donc, soulevons-nous, soulèvement de la terre, soulèvement du peuple contre le n'importe quoi. Merci pour ce témoignage, Guillaume. Nicolas Urtiget, est-ce qu'au Cinerpa, on partage cette position selon laquelle ce serait la bureaucratie qui serait un des problèmes principaux aux difficultés économiques des SAD? Oui, non, mais je souscris totalement aux propos de Guillaume. C'est-à-dire que nous, pour le coup, la majorité de nos adhérents ont des activités qui sont en croissance. On a, pour essayer de positiver, on a quand même la chance d'être sur un secteur d'activité où il y a des besoins, il y a de la demande, donc il y a tout à faire, tout à construire. Donc ça c'est plutôt favorable. On a les problèmes de pénurie de personnel que tout le monde connaît, mais on est des entrepreneurs, donc on a des solutions. En revanche, on sait qu'on est sur des activités où le niveau de rentabilité est correct, mais n'est quand même pas délirant. Les marges unitaires sont faibles, il y a des économies d'échelle, il y a des effets volume à aller chercher, et il y a cet excès de bureaucratisation qui obère en fait nos capacités d'innovation, d'investissement. On a tous des idées plein la tête sur le domicile du futur, la digitalisation de l'offre, digitaliser le parcours client, le parcours salarié. On pourrait faire énormément de choses. On nous dit on est en période de disette, de contraction budgétaire, il faut être soucieux de la manière dont on dépense l'argent public. Et puis quand on voit la manière dont on dilapide les ressources,
Nous, on les a, les leviers d'optimisation. Et donc, ce qui est dommage, c'est qu'on vient d'annoncer un déremboursement l'assurance maladie. On nous parle de supprimer certains allègements d'exo de charges patronales, alors que, en fait, on a effectivement tous en tête des structures à qui on doit transmettre des reportings qui ne sont en général pas lus. L'an prochain, on aura les évaluations externes. On sait très bien que la plupart des rapports ne seront pas lus. La plupart des CEPOM exigent de transmettre des outils de reporting du propre aveu des conseils départementaux. Ils n'ont pas le temps de les lire. Donc, c'est juste complètement délirant. Et la réforme des services autonomie, finalement, aujourd'hui, personne ne sait par quel bout prendre la réforme. Et alors, au CINERPA, on est bien placé pour le savoir. Il y a eu des problèmes rencontrés par certains acteurs du monde des EHPAD, mais on a le sentiment que la réponse à une exigence accrue de contrôle et de qualité, donc dans des métiers particuliers, parce qu'effectivement, on touche à des publics fragiles, on crée des emplois non délocalisables, c'est de l'argent public, donc tout ça, on le sait, enfin, on est responsable. Mais du coup, on va chercher la qualité par plus d'administratifs, plus de reporting. Les 20% qui passent aux 40%, c'est 20% de temps en plus. C'est pas ça qui va apporter de la qualité de service. Et c'est pas ça qui va finalement améliorer l'expérience pour les clients, pour les salariés. Ma consoeur Daphna disait récemment à la radio, concernant les métiers, on passe notre temps à décrier ces métiers. Comment vous voulez attirer? Donc entre le reporting imposé en fait aux dirigeants, à l'encadrement, aux directions, et puis, parce que tout ça impacte aussi les conditions de travail, évidemment. La télégestion, quand vous dites aux salariés, maintenant on va taureau-dater à la minute, donc si tu fais 58 minutes, tu seras payé sur la base de 58 minutes et pas 1 heure. Enfin, quel sens on donne à la valeur travail? C'est juste un non-sens total. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que, je réagis à ce que disait Guillaume, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Mais peut-être qu'on n'est pas assez rebelle, finalement, on est peut-être un peu trop docile, parce que rien ne change. Alors, merci également pour ce témoignage, Nicolas. Je vais me tourner vers vous, François-Xavier Deveter. Alors, non pas sur la santé financière des opérateurs, puisque vous êtes plutôt dans l'analyse sectorielle, on va dire. Et est-ce que vous partagez cette analyse, en l'occurrence, sur l'excès de bureaucratie qui grèverait les finances des opérateurs et donc le modèle économique sectoriel? Avant de parler bureaucratie, peut-être quand même un mot malgré tout sur la santé financière. Alors je t'ai dit juste avant que je n'avais rien à en dire, mais en écoutant mes voisins, quand même un mot justement, parce que je trouve que ça illustre très bien l'évolution du secteur. Si je ne fais pas d'erreur, en 2023, en tout cas selon les données de l'INSEE, pour la première fois, le privé lucratif est passé en nombre d'heures devant le secteur associatif dans l'aide à domicile. Pas uniquement dans l'ensemble des services à la personne, ça c'était déjà fait, mais dans l'aide à domicile. Et donc on a deux trajectoires qui sont clairement opposées, ça a été bien rappelé. Elles sont opposées pour différentes raisons, mais elles sont opposées aussi parce que les financements publics se sont un petit peu... Enfin, la trajectoire des financements publics n'est aussi pas la même en direction du monde associatif d'une part et du monde privé lucratif d'autre part. Le tarif socle, la convergence tarifaire sur un certain nombre de choses, etc., les détarifications, etc., tous ces éléments-là font qu'au final, le financement horaire d'un certain nombre de services privés commerciaux ont bénéficié d'une revalorisation au même moment où un certain nombre de structures du secteur associatif ont vu au contraire leur soutien public plutôt décroître ou en tout cas stagner. Mais ils n'ont pas été pénalisés particulièrement, les acteurs associatifs, au sens où c'est les règles minimums qui s'appliquent à tout le monde finalement. Oui, mais ils bénéficiaient plus souvent d'une tarification qui était plus avantageuse et celle-ci n'a pas été modifiée par le tarif socle, voire a été diminuée dans un certain nombre de départements. Il faut regarder au cas par cas, mais il y a des situations, tandis que ceux qui étaient en dessous de ces tarifs socles ont bénéficié du tarif socle. Et là, pour le coup, la proportion de services qui étaient en dessous du tarif socle par rapport aux autres, c'est pas du tout uniforme. Donc l'enjeu de cette amélioration qui semblait bénéfique pour tous, c'était bien plus bénéfique pour certains que pour d'autres. Ça ne veut pas dire que c'était négatif pour les autres, mais en tout cas bien plus... Voilà. Dans l'idée du tarif extralégal, et ça, je pense que c'est un autre élément qui est au cœur de notre sujet du modèle économique, c'est-à-dire que bénéficier de la possibilité d'avoir un reste à charge plus important pour l'usager n'a pas la même répercussion selon les usagers que l'on a.
Voilà. Et là, on a des usagers qui sont proches ou en dessous du seuil de pauvreté et où 1, 2, 3 euros vont être directement impactants sur le volume, sera beaucoup moins visible sur des usagers qui sont CSP+, qui appartiennent aux 20% des ménages ayant les revenus les plus élevés, ce qui est davantage la clientèle, avec des exceptions évidemment, des entreprises par rapport au secteur associatif. Donc là aussi, quand on a des modifications de ce type-là qui sont en apparence neutres, un mécanisme neutre sur des populations différentes, c'est pas neutre. Voilà. Et donc ces éléments-là peuvent expliquer le dynamisme différent des deux pans de notre secteur ou du secteur et le tassement de l'activité associative par rapport à la croissance plutôt importante du secteur privé lucratif. Alors après, pour en revenir à la bureaucratie, j'en sais rien. Je pense que ça a été dit en partie, c'est un secteur qui est responsable, qui sait qu'il fonctionne quasi intégralement sur fonds publics. Fonds publics d'exonération, fonds publics d'APA, fonds publics de PCH, fonds publics de complément par la prime d'activité sur les salaires des salariés, enfin sur le niveau de vie des salariés qui est insuffisant pour leur permettre de vivre. Donc c'est à peu près l'ensemble des éléments qui financent le secteur passent par plein de circuits complexes. Et là, je rejoindrai le constat d'une complexité probablement inutile ou en tout cas pénalisante. Mais par contre, tout cela passe ou vient à un moment donné par des fonds publics. Donc, qui est derrière une demande de contrôle et de suivi particulièrement importante, ne me semble pas complètement choquant. Il y a probablement des simplifications et des améliorations à faire. Je suis, moi, dans une situation très lointaine, dans une administration qui ne connaît aucune bureaucratie et qui fonctionne avec plein de moyens et aucune difficulté, qui est l'université française. Donc, voilà. Mais par contre, je comprends bien qu'il y a un souci de contrôle, et ça a été rappelé, et ce contrôle, il est parfaitement légitime. Merci François-Xavier pour cette mise en perspective. Jérôme, vous l'avez abordé rapidement, mais je voudrais quand même qu'on y revienne. La détarification dans un certain nombre de départements, ça pose au fond la question de quel est le système derrière qui devra finir peut-être par s'imposer. Est-ce qu'il est possible à terme d'avoir des modalités aussi différentes qu'un tarif socle avec un reste à charge et une tarification qui prend l'ensemble des coûts, mais pour des raisons de moyens et parfois des raisons administratives, de moins en moins le vent en poupe. Qu'est-ce qui est préconisé aujourd'hui par l'ADMR? Alors je dirais à la fois entre le tarif socle avec son reste à charge et la tarification en tant que telle, au sens du Code de l'action sociale et des familles, et à l'intérieur de cette tarification, la tarification horaire ou la dotation globale. Est-ce qu'il y a une ligne claire qui fait partie des propositions aujourd'hui de l'ADMR? Oui, tout à fait. Enfin, déjà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et le point sur lequel on est très aligné, je pense, dans la branche associative, c'est la question de la tarification. Un ESMS, normalement, est tarifé. Je ne connais pas d'autres SMS, je crois que c'est Vincent qui en parlait ce matin, qui n'est pas tarifé, hormis en effet une partie de la branche sur les EHPAD. Mais aujourd'hui, c'est ça. La question, elle est essentielle. Enfin, c'est la question du reste à charge. C'est-à-dire qu'à un moment, on va y avoir deux mondes. Il va y avoir un monde où, en effet, il y a des gens qui pourront se payer de l'aide à domicile, et il y a des gens qui ne pourront pas se le payer, si on est dans un système actuel d'une tarification à l'heure. Parce que, encore une fois, peut-être qu'en plus, il va falloir du reste à charge encore plus important quand il faut aller au fin fond des villages, intervenir auprès d'une personne. C'est pas le même coût, donc ça veut dire qu'on va tarifer, on va mettre un reste à charge plus important. Et la personne, elle a un plan d'aide, elle ne l'ouira pas jusqu'au bout. Enfin voilà. Donc c'est vers si je trace un peu une ligne un peu pessimiste de la chose. Après, en effet, il y a la question de la tarification à l'heure. Et là, je pense qu'on est tous d'accord, c'est quelque chose qui est maltraitant pour tout le monde. Aujourd'hui, il faut qu'on... La tarification horaire. Horaire, à l'heure, ouais, c'est ça. Après, il y a d'autres formes qu'on peut imaginer. La dotation globale, oui, c'est une des solutions, mais aujourd'hui, il y a quand même une tarification qui nous semble assez claire et assez logique, qui sort complètement l'heure de l'unité de mesure, qui est la tarification des SIAD. C'est quelque chose qui est assez vertueux, alors qui va devoir faire son temps. Et on est en train de construire des services autonomie. Tiens, on rapproche des SAD et des SIAD. Pourquoi on n'irait pas sur, justement, quelque chose qui est une base commune en termes de tarification, et que l'unité de mesure, finalement, même si le mot n'est pas très joli, ça soit plutôt le niveau de dépendance de la personne, et pas que le GIR, mais vraiment toutes les difficultés, toutes les interventions qui sont autour,
et pas juste 1 heure, 7 ans et point barre. D'accord. Merci pour cette précision. Guillaume Richard, je me retourne vers vous. Donc, un problème de bureaucratie. Et ensuite, ce système, vous, il vous semble convenir, c'est-à-dire celui du tarif socle et puis du reste à charge. Et certainement, votre réaction peut-être par rapport au propos de François-Xavier Devetter sur le fait qu'il reste quand même des populations qui sont moins solvables, qui sont moins la clientèle des structures privées commerciales. Et comment on ferait pour elles si on n'est que sur une logique de développement du reste à charge qui va les pénaliser? Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que le monde des entreprises a considérablement évolué ces 15 dernières années. Peut-être qu'effectivement, il y a 15 ans, on était essentiellement sur les cœurs de ville, les agglomérations, et avec des clients qui étaient plutôt CSP+. Aujourd'hui, moi j'ai 750 agences en France de proximité. Je suis dans quasiment tous les villages de France. On intervient quasiment partout. Et on a une clientèle qui est extrêmement large. Au passage, je le note parce que tout à l'heure, c'était exactement ce qui a été dit par le monsieur de la PHP, du service HAD de la PHP. C'est important, les termes. Moi, j'ai jamais appelé un seul de mes clients un bénéficiaire. Mais jamais. Je refuse d'appeler un de mes clients un bénéficiaire. Alors pourquoi Pourquoi? Parce qu'un bénéficiaire, c'est quelqu'un qui bénéficie du truc. Qui en bénéficie. Donc, si à partir du moment où il en bénéficie, il ne va pas non plus en plus avoir le toupet d'exiger de la qualité. Il en bénéficie. Alors qu'un client, on vit grâce à lui. Le client, on lui doit tout. On lui doit la qualité de service. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important les mots sont importants. Et ça, c'est aussi un des éléments qui fait, je pense, que les entreprises, parce qu'elles appellent leurs clients des clients, parce qu'elles les traitent en clients, parce que derrière, elles considèrent que ce sont ces clients qui les font vivre, et que donc on leur doit tout, et que si on n'est pas là pour eux, en fait, ils ont le droit de changer de fournisseur, ils ont le droit de changer de prestataire, d'aller vers quelqu'un d'autre. Et donc, on leur doit un service de haute qualité. On leur doit un service de haute qualité. Et je pense que ça, c'est un élément aussi qui explique aussi le développement des entreprises. Notre capacité, et derrière, après, un des éléments qu'a dit Nicolas très justement, c'est que dans un monde où on a des frais fixes qui sont importants, parce qu'il y a des frais fixes, parce qu'on a des locaux, parce qu'on a des systèmes d'information qui sont coûteux, parce qu'on a des normes à respecter, une veille réglementaire à faire, etc., etc., eh ben, ces frais fixes, plus on a une taille importante, plus on est en capacité de les amortir. Et donc, la taille de nos organisations est un élément aussi d'efficacité économique qui nous permet d'être plus efficaces. Et puis, donc voilà, ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et on intervient aujourd'hui aussi auprès de populations qui sont juste sur les niveaux APA et sans reste à charge. Et donc ça dépend des modèles économiques, ça dépend aussi des prestations qu'on peut effectuer, ça dépend surtout des volumes horaires. Et là, moi, je suis d'accord, c'est que là aussi, il ne faut pas accepter les éléments de maltraitance. Quand il y a certains endroits où ils proposent des quarts d'heure d'intervention, ou même des demi-heures, mais qui accepte ça? La maltraitance, enfin, il faut impérativement que nos salariés soient bien traités pour qu'ils puissent eux-mêmes bien traiter nos clients. Si on maltraite nos salariés en leur imposant des quarts d'heure d'intervention, des demi-heures d'intervention, où ils vont devoir se déplacer, changer, etc., intervenir. Vous avez déjà fait des interventions d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, et vous avez la personne, et parfois, effectivement, la personne âgée, eh ben, peut-être que 2 ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, ou 10 fois, en un quart d'heure, ça va pouvoir se faire, en une demi-heure, ça va pouvoir se faire, mais les fois où il y a une difficulté, où la personne elle est moins bien, où il va falloir rester, où on est obligé de quitter cette personne qui est en pleurs parce que je suis au timing là. J'ai qu'un quart d'heure, j'ai qu'une demi-heure. Ça ne se fait pas, et ça c'est de la maltraitance, et c'est de la maltraitance aussi pour nos salariés. Et nos salariés, si ils ne sont pas bien traités, c'est impossible qu'une personne qui est maltraitée bien traite nos clients. Et donc, là-dessus aussi, moi, nous, on refuse toute prestation qui est inférieure à 1 heure.
Et on perd effectivement des opportunités. Mais derrière, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir des salariés épanouis, bien traités, qui traitent bien leurs clients? Ou prendre tout sous des prétextes que moi je ne comprends pas, qui sont derrière véritablement de la maltraitance. Et là aussi, je pense qu'on doit tous ensemble refuser des éléments qui ne sont pas de la bientraitance ni pour nos salariés, ni pour nos clients. Merci Guillaume Richard. Je me tourne vers Nicolas Urtiger. Il y a deux aspects notamment sur lesquels vous pouvez éventuellement rebondir dans l'intervention de Guillaume Richard. Un sur le modèle organisationnel, c'est-à-dire qu'il y a quand même la taille qui a un impact notamment sur les frais fixes. Et puis il y a la question de la maltraitance liée à des interventions trop courtes, mais qui a aussi un impact économique. Donc peut-être avoir votre sentiment, votre analyse sur l'organisation du travail et l'organisation de la structure elle-même comme un des éléments de solidification d'un modèle économique. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais juste revenir sur deux choses, parce qu'effectivement, on parle de modèle économique. Il y a un premier sujet qui pose quand même des difficultés quand on essaie de réfléchir, de penser des perspectives de développement à un modèle économique, c'est l'instabilité réglementaire et fiscale. Aujourd'hui, le 19 novembre, je ne sais toujours pas, au 1er janvier, ce que j'aurai comme taux APA PCH plancher, ce que j'aurai comme taux directeur, ce que j'aimerais comme niveau de cotisation patronale. Je m'estime heureux qu'on ne touche pas dans le PLFSS au dispositif de TVA ni de crédit d'impôt, mais ce sera peut-être le cas l'an prochain. Donc en fait, cette instabilité rend un peu compliqué l'élaboration d'un business plan à 5 ans, à 10 ans. On sait qu'on aura un mur démographique à 30 ans, mais donc ne serait-ce qu'à 2-3 ans. Et donc derrière, ça conditionne aussi toutes les problématiques de financement, de levée de fonds, de levée de dette. Donc cette incertitude permanente, on est quasiment à 1 mois de l'échéance et j'arrive toujours pas à boucler mon budget 2025. Donc ça c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, alors il y a un deuxième phénomène, mais qui s'inscrit un petit peu dans la même veine. On évoquait la privatisation de l'offre. Bon, c'est un fait, mais ce que je déplore, c'est que ça se fasse sans règles de cadrage. On pourrait réfléchir à des délégations de services publics, à des partenaires publics-privés, mais on laisse finalement le privé aller prendre des parts de marché. Ce que décrivait Guillaume est très juste. Il y a de plus en plus d'acteurs privés qui aujourd'hui vont dans des zones non plus périurbaines, non plus semi-rurales, mais rurales. On intervient auprès de tout type de CSP. Donc on n'est plus des acteurs qui ne vont que sur de l'urbain, des CSP+. Mais c'est pas cadré, donc ça crée parfois des schémas de concurrence un peu délétères entre différents acteurs, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, on dilapide aussi de la ressource et de l'énergie sur ces sujets. Maintenant, pour en venir effectivement au point soulevé, alors oui, il y a des effets d'économie d'échelle, ça c'est évident, mais c'est pas qu'on sent, c'est que les pouvoirs publics, depuis des années, nous ressassent le fait qu'il y ait un surnombre de structures d'aide à domicile. Au moment de la réforme des services autonomie, on nous a dit oui, il y a un peu plus de 2000 SIAD, il y a 8 ou 9000 SAD autorisés. Finalement, on devrait diviser par 4 à peu près le nombre de SAD pour arriver à la même volumétrie que les SIAD. Mais cette logique de big is beautiful, on a aussi vu sur le marché des structures de taille assez conséquentes qui finissaient par péricliter, qui n'apportaient pas forcément une meilleure qualité de service. Donc c'est une chose de dire il y a trop de microstructures sur le marché, et c'est un fait. Il y a eu effectivement pléthore de création de structures au début des années 2000, avec le plan Borloo en 2005, mais le privé contribue à concentrer cette offre et à relever en fait le niveau de qualité organisationnelle et de pérennité organisationnelle de ces structures. Mais c'est autre chose d'aller dire c'est la course à la croissance qui va favoriser la qualité de service. Donc je pense qu'il y a un juste milieu entre la microstructure et puis le TI. Il y a des PME qui font du très bon boulot et vous n'avez pas forcément besoin. Je me souviens qu'il y a un département qui, à un moment donné, conditionné donc, sur
les anciennes versions de CEPOM, l'appel à projet à la réalisation d'un minimum de 150 000 heures APA PCH à l'année. Est-ce qu'il y a forcément besoin de faire 150 000 heures à l'année pour faire de la qualité ? Non, je ne pense pas. Il y a des structures qui peuvent faire quelques milliers d'heures par mois qui sont très bonnes. Donc, je suis d'accord qu'à quelques centaines d'heures, on est très largement en dessous du point mort, mais à plusieurs milliers d'heures, on peut aussi faire du bon boulot. Donc, il y a une question de où est-ce qu'on met effectivement le critère et la volumétrie. Et puis après, pour terminer le point, c'est que le modèle économique aujourd'hui permet quand même difficilement, y compris à des groupes comme celui de Guillaume, de pouvoir investir tel qu'il faudrait le faire pour répondre aux besoins du marché dans l'informatique, dans la formation, dans le recrutement, dans la diversification de l'offre, sans soutien accru des pouvoirs publics. Donc il faut aussi qu'il y ait du volontarisme étatique, et on n'est pas dans du budget de fonctionnement, on est dans du budget d'investissement. Merci Nicolas Urtiger donc, pour ces précisions. François-Xavier Devetter, peut-être 2 points sur lesquels je vous invite à réagir. D'abord sur est-ce qu'il existe, d'après ce que vous avez étudié, une taille critique de SAD susceptible de bien asseoir le modèle organisationnel et économique. Et puis, deuxième question sur le financement. On voit qu'il y a toujours ces 2 modalités, mais la tarification, en plus de ne pas être globalement une tarification globale, mais essentiellement une tarification à l'heure, on est plutôt sur une logique aujourd'hui de détarification. Ça a l'air pas très... c'est pas la tendance que prennent les pouvoirs publics n'est pas de tarifer davantage, et que donc on irait, en vous suivant, vers quelque chose qui serait davantage le tarif socle avec le reste à charge, et donc un système qui s'éloignerait de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, en résumé, selon vous, quelle tendance devrait s'imposer quand on regarde les trajectoires des politiques publiques? Quelle est la tendance tarifaire ou de financement qui, selon vous, s'imposerait dans ce secteur? Notre table ronde touche à sa fin. Je voulais avoir votre analyse sur ces 2 aspects, la taille critique et puis la trajectoire de financement. Ouais, ces 2 éléments effectivement très, très importants. Alors, la taille critique, déjà, première question, est-ce qu'on est sur une taille critique par agence, en quelque sorte, ou par structure de premier niveau, ou est-ce qu'on est sur une taille critique aussi au niveau des fonctions mutualisées? Donc voilà, on peut avoir une taille critique plus basse pour l'association ou l'agence d'intervention si un certain nombre d'éléments sont mutualisés, que ce soit dans le privé ou dans le secteur associatif. Les mutualisations sont nombreuses. Dans le secteur privé, les logiques de franchise mutualise, elle récupère 6-7% de ce que font les activités. C'est bien que derrière, il y a de la mutualisation. J'imagine qu'on retrouve ça ailleurs. Après, quelle est la taille critique pour une structure elle-même? Ça dépend des coûts fixes que l'on veut mettre dedans. C'était la question qui était posée. Et du coup, quelle est la qualité aussi de service que l'on veut donner? Est-ce qu'on envisage l'aide à domicile comme de la mise à disposition de salariés? Est-ce que c'est de la mise à disposition d'heures de travail auprès d'un client, bénéficiaire, patient, dites ce que vous voulez, et puis quand vous allez chez le médecin, posez-vous la question de ce que vous êtes par rapport à lui. Si en étant client, vous êtes mieux traité qu'en étant patient, c'est une autre question. Mais donc, par rapport à ça, est-ce qu'on est sur une logique vraiment de mise à disposition de quelqu'un qui vient chez vous? Ou est-ce qu'on est dans un service qui vous fournit un service plus large avec de l'encadrement, éventuellement, Daphna parlait d'une ergothérapeute, d'un infirmier coordinateur, d'un service support qui va aider à faire les plannings, de temps collectifs qui vont être organisés par de l'encadrement intermédiaire, etc., etc. Tous ces éléments-là qui vont faire passer d'une prestation de main-d'œuvre à une prestation de service de qualité, ce sont des coûts fixes. Et tout cela nécessite une taille d'activité plus importante. Effectivement, une structure qui fonctionne en mandataire peut être toute petite. Une fonction qui fonctionne avec uniquement une distribution de flyers et aucun encadrement de ses salariés peut être toute petite. Dès lors que l'on va vers autre chose, de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement, on a des coûts fixes plus importants et on a donc une taille critique qui doit être plus importante et qui doit émerger.
Derrière la deuxième question, c'est celle du modèle de tarification, du modèle de financement que l'on va choisir. On le dit régulièrement, l'heure, c'est pas forcément un bon support, c'est pas forcément une bonne unité d'œuvre au départ, ne serait-ce que parce qu'elle est très maltraitante pour les salariés. C'est lorsqu'on est sur une logique d'heure, on tend derrière à avoir un calcul en termes d'heures improductives, heures productives, etc. Donc on fragmente les temps de travail, on tire les temps de travail vers le bas, et quand on est sur des salaires proches du SMIC, sans en avoir 100, si on n'en a pas 150 par mois, on est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on voit bien que cette logique-là, ne serait-ce que pour les salariés, elle est maltraitante. Pour autant, est-ce qu'on a d'autres modèles faciles à trouver ? Tous les autres modèles qu'on envisage, que ce soit à l'acte, que ce soit à la population, que ce soit aux bénéficiaires, etc., quel que soit le modèle, derrière on a un petit logiciel qui nous calcule une équivalence en termes d'horaire. C'est-à-dire qu'on peut dépasser le modèle horaire sans trop de difficultés. Mais derrière, on va calculer, imaginons que si on passe une tarification à l'acte, combien de minutes pour une toilette ? Et en fait, on en revient à l'heure. Si je passe sur une tarification au GIR, combien d'heures pour un GIR 3, combien d'heures pour un GIR 4, etc. Et si donc derrière, on a un mode de calcul extrêmement restrictif sur la quantité d'heures ou de minutes dévolues à tel ou tel profil de bénéficiaires, patients, clients, personnes âgées, plus ou moins dépendantes, alors on va retomber sur exactement la même difficulté. Donc taper sur le financement horaire, ça me semble une idée, et en fait, effectivement, ça ne fonctionne pas très bien, mais dépasser ce mode de financement est extrêmement compliqué. Pour le dépasser, on a besoin de se poser deux questions. C'est qu'est-ce qui va au-delà d'un nombre d'heures dans le travail que l'on fait ? C'est-à-dire la complexité du travail, à la fois les charges de service et les niveaux de qualification. Et là, on quitte effectivement la tarification horaire complète. Et l'autre élément qui nous éloigne de la tarification horaire, c'est un mot qui est revenu beaucoup dans les tables ce matin, qu'on a après un peu plus oublié, c'est celui de la confiance. Effectivement, la logique du financement horaire repose aussi sur l'idée que c'est le plus facile à contrôler pour quelqu'un qui finance un service par un autre. Et là, la question de la confiance, elle pose aussi la question de la concurrence. Quand j'ai une délégation de service public, la confiance, et elle a une délégation auprès d'un acteur qui n'a pas vocation à faire le moindre profit, la confiance est probablement plus facile que quand je suis dans une logique de mise en concurrence, où là, j'ai des objectifs multiples que je dois ensuite contrôler, générer une forme de bureaucratie, etc. derrière. Merci François-Xavier Devetter. Je propose de conclure là-dessus, puisqu'on a encore une table ronde. Merci à tous les trois, en plus de Guillaume Richard, à François-Xavier Devetter, à Jérôme Perrin, à Nicolas Urtiger pour vos éclairages sur ce modèle économique.